Pour ne rater aucune de nos vidéos, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche. C'est le moment pour la France de s'attaquer sérieusement au profond problème de racisme et de discrimination raciale parmi les forces de l'ordre. C'est ce qu'a déclaré une porte-parole du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme le 30 juin dernier, après une troisième nuit de révolte urbaine déclenchée par la mort du jeune Naël, 17 ans, entre les mains de la police. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est grosso modo ce qu'a répondu la France par la voix de son ministre des Affaires étrangères, pour qui toute accusation de racisme ou de discrimination systémique par les forces de l'ordre en France est totalement infondée. Le Quai d'Orsay renchérit, la France et ses forces de l'ordre luttent avec détermination contre le racisme et toutes les formes de discrimination. Aucun doute n'est permis dans cet engagement. De prime abord, la réponse peut paraître surprenante, impertinente et même insolente. Comment un État membre des Nations Unies peut balayer d'un revers de main les recommandations de l'organe suprême chargé de veiller au respect des droits humains ? Pour le comprendre, il faut s'intéresser au rapport qu'entretient la France avec le racisme et la lutte antiraciste ces dernières années. Alors que l'antiracisme est un combat citoyen et fédérateur, il est aujourd'hui perçu par de nombreux acteurs intellectuels et politiques comme une lutte de militants wokistes, indigénistes, islamo-gauchistes, néo-féministes, mus par la haine de la République. On ne saisit pas très bien le sens qui se cache derrière ces mots, mais on connaît les effets qu'ils produisent. Ils font peur et disqualifie. Comment l'antiracisme est-il devenu un combat redoutable qui crispe et divise ? Comment en sommes-nous venus à considérer les antiracistes comme des ennemis de la République contre qui il est impératif de mener une croisade ? Qui livre cette guerre sémantique et idéologique aux antiracistes et pour quelles raisons ? Alain Policart est notre invité. Il est sociologue, politologue, chercheur associé au Centre de recherche politique de Sciences Po. Il est l'auteur de La haine de l'antiracisme aux éditions Textuelles, un livre passionnant, nourri d'une conversation avec l'anthropologue Régis Méran, qui, ensemble, tentent de comprendre et d'analyser la teneur de la haine de l'antiracisme. Bonjour Alain Policart. Bonjour. Alors vous êtes spécialiste des questions de racisme et d'identité, la haine de l'antiracisme. Vous ne l'avez pas seulement étudié, vous l'expérimentez également. Vous êtes la cible de ce que vous appelez les antiracistes depuis que vous avez rejoint le Conseil des sages de la laïcité en avril dernier. Qu'est-ce qu'ils vous reprochent ? Alors sur la question de la laïcité, qui effectivement, vous avez raison d'y insister, a des liens absolument importants avec les questions qui nous arrêtent aujourd'hui. Sur la question de la laïcité, j'ai écrit quelques textes qui ne paraissent pas orthodoxes aux tenants d'une laïcité de combat, une laïcité relativement exclusive qui se construit dans la différenciation avec l'autre étant évidemment le musulman, qui est supposé incapable d'être citoyen, d'accepter les valeurs de la République, qui est incapable de comprendre même ce qu'est la laïcité. Alors évidemment, je caricature un peu, ça ne correspond pas à tous ceux qui sont des adversaires intellectuels. Il y a des gens qui sont beaucoup plus lancés que cela, mais néanmoins, transformer la laïcité comme valeur identitaire, c'est la dévoyer, c'est ne pas comprendre qu'elle est avant tout un principe juridique. Et lorsque la loi de 1905 a été votée, c'était un principe juridique qui installait la paix civile. Et aujourd'hui, on a l'impression que c'est à peu près le contraire. On brandit la laïcité pour nous protéger du terrorisme islamiste, ce qui est absolument absurde. Je fais remarquer souvent que de 1982, attentat de la rue des Rosiers, à 2012, attentat de Mohamed Merah, jamais on a parlé de laïcité. Et puis 2015, on ne parle que de ça, comme si les terroristes pouvaient être éventuellement éloignés de commettre des attentats grâce aux vertus d'une laïcité présentée encore une fois comme une valeur. Et voilà, ça c'est quelque chose qui passe assez mal parmi un certain nombre de républicains incantatoires, comme disait Albin Wagner, qui défendent la République Jean Bombeur. Et bon, cela, me semblent être effectivement des adversaires intellectuels qui n'ont pas, je crois, respecté les règles minimales du débat, puisque on m'a attaqué comme étant un anti-universaliste, alors que je suis depuis tout le début tout le contraire. Mais il suffit de lire un titre de livre. Mon livre précédent, c'était Universalisme en procès. Donc quand vous faites le procès universalisme, vous n'êtes pas un universaliste suffisant, si vous voulez, du moins universaliste à la mode française, comme si d'ailleurs les mots pouvaient ne pas jurer. Quand on est universaliste, on ne met pas d'adjectif
signalant une nationalité quelconque. L'universalisme à la française, ça n'a pas de sens, si vous voulez. Mais néanmoins, il y a un modèle français qui paraît être, pour beaucoup de républicains autoproclamés, qui paraît être le meilleur modèle et qui ne justifie pas, qui n'accepte pas, disons, qu'on puisse le comparer, ou comparer ses vertus à d'autres modèles qui ne sont pas forcément toujours surtout meilleurs, mais qui ont parfois une approche des questions de la diversité un tout petit peu plus tolérante, disons. Et le mot tolérance est un mot qui est assez mal accepté parmi les laïcistes intégristes, parce qu'ils considèrent que c'est une vertu anglo-saxonne dont il faut se priver, en quelque sorte. Donc ces laïcistes intégristes ont un problème avec la liberté d'expression. Oui, et d'ailleurs, paradoxalement, c'est les wokistes, dont je suis évidemment, hein, bien que je ne sache pas du tout ce que ça veut dire, mais qui sont attaqués pour leur manquement à la liberté d'expression, puisque vous savez qu'on met en avant la culture de l'annulation, on veut annuler des représentations théâtrales, des concerts, etc. Alors, je ne dis pas que ce phénomène-là n'existe pas, mais je crois qu'il a été monté en épingle par rapport au nombre de créations. Ce qui annule, c'est plutôt l'extrême droite ou la droite, notamment aux États-Unis ou en Inde, où on interdit l'enseignement de la théorie de l'évolution. Maintenant, je tiens à dire de façon très stricte, très nette, que la liberté d'expression et de création ne peuvent pas être discutées. Mais néanmoins, il ne faut pas non plus considérer qu'un incident par-ci, un incident par-là, c'est la remise en cause fondamentale de la liberté d'expression, auquel évidemment je suis peut-être plus attaché que ceux qui me reprochent précisément de ne pas l'être. Alors, ces libertés ne peuvent pas être remises en question, même elles peuvent être toutefois encadrées, notamment par la loi et par le juge. Tout à fait. Justement, la particularité française, c'est que nous avons une liberté d'expression encadrée par la loi, contrairement aux États-Unis, où effectivement on peut dire un peu n'importe quoi, on peut faire un défilé nazi sur les fenêtres de rescapés juifs de l'Holocauste, si vous voulez, ça ne gêne personne, ça paraît même normal. On a pu voir des intellectuels de grand niveau, dont j'approuve parfois les positions politiques et sur lesquelles scientifiquement je suis souvent d'accord avec eux, je pense notamment à Chomsky, défendre une époque Forisson, un négationniste, parce que c'était du ressort, selon lui, de la liberté d'expression à l'américaine. Nous n'avons pas la même liberté d'expression et je crois que c'est bien que la loi nous contraigne à ne pas précisément émettre ce que certains prennent pour les opinions, mais qui sont des délits. Bien sûr, puisqu'on peut très vite basculer dans le racisme et dans les discriminations. Alors la haine de l'antiracisme, hein, c'est le titre de votre livre. Alors dès les premières pages, on comprend qu'il s'agit surtout de la haine d'un antiracisme, la haine de l'antiracisme politique qui s'opposerait à l'antiracisme moral dont s'est longtemps accommodé les pouvoirs publics. Oui, alors ça c'était un point très important. Pendant un temps, j'étais un peu critique par rapport à l'antiracisme politique parce que je trouvais un petit peu injuste à l'égard de l'antiracisme d'autrefois, si vous voulez. Le contexte n'est pas le même. L'antiracisme dit moral, représenté par les principales organisations comme le MRAP, la LICRA, comme SOS Racisme, s'est érigé avec l'après-guerre, donc pendant l'après-guerre, avec le sentiment que c'en était fini de parler de race, si vous voulez. Et en fait, ce qui n'a pas été bien compris, c'est que le racisme n'avait pas besoin du mot race pour exister. Il n'a pas besoin, en tout cas, de l'existence comme une réalité biologique de la race. Il fonctionne parfaitement sans. Et on a eu un peu de mal, si vous voulez, à s'accommoder de cette situation-là. Et moi, j'ai été aussi un peu critique au début, lorsque le mot race était mis un peu à toutes les sauces, avec le risque qui est précisément le risque que l'antiraciste doit dénoncer, c'est-à-dire le risque de l'essentialisation des catégories. De même que je me suis opposé, ma position n'est pas définitive, mais je me suis opposé aux statistiques ethniques parce qu'il me semble que, d'abord, on sait suffisamment bien, grâce à l'enquête trajectoire origine de l'INSEE et les données de l'INED, on sait parfaitement bien d'où viennent les gens. Et si on veut faire un inventaire des discriminations, on n'a pas vraiment besoin de ça. On connaît les origines et on sait comment ça fonctionne. Et les statistiques ethniques, à mon avis, consistent à figer des catégories. Parce que, évidemment, ce n'est pas une catégorie qu'on vous assène, c'est une catégorie dont vous vous revendiquez. Mais néanmoins, beaucoup de gens sont très embarrassés pour dire à quelle catégorie ils appartiennent. Et de surcroît, s'ils appartiennent
autant T à la catégorie X, appartiendront-ils toujours à la même catégorie autant T plus 1? Donc, si vous voulez, ça me paraît un peu figer les choses, et il me semble qu'il y a moins d'avantages que d'inconvénients. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui me sont très proches, comme François Héran, qui étaient d'accord sur ce point avec moi autrefois, qui ne l'est plus aujourd'hui. Et il est possible que je change d'avis si je suis convaincu que les statistiques ethniques nous apporteraient des données qu'on ne peut pas avoir par ailleurs. Si vous voulez. Donc l'antiracisme politique réhabilite en fait la notion de race, mais comme race dans le sens de fait social. Exactement. Il y a une grosse confusion. C'est que, en fait, quand on parle des races, on a tendance évidemment à avoir une démarche raciste, puisque s'il y a des races, nécessairement, il y a une hiérarchisation de ces races. Mais si on parle de la race comme un domaine d'étude comme le genre, alors on s'intéresse à la façon dont la race est vécue à la fois par ceux qui sont assignés à résidence, si j'ose dire, et par les racistes. La racisation crée effectivement des catégories qui peuvent être temporaires, comme je le disais, mais encore une fois, on ne peut pas faire comme si ça n'existait pas. Et un de mes philosophes de prédilection, qui est Anthony Appiah, Kwame Anthony Appiah, qui est américain désormais, mais qui a beaucoup d'expériences de cultures différentes, a considéré que le mot race devait être éliminé du vocabulaire. Mais il dit, mais ce n'est pas parce que le mot race est éliminé du vocabulaire que les identités raciales vont disparaître. Et il prend un exemple qui m'a toujours frappé, qui est d'une simplicité biblique, si j'ose dire. C'est pas parce que les sorcières n'existent pas qu'on n'a pas brûlé des femmes comme sorcières. Eh bien, les races n'existent pas, mais on tue selon une racisation qui fait que des gens sont considérés comme inférieurs à d'autres ou comme devant être ségrégés d'une façon ou d'une autre. L'antiracisme moral, c'est l'expression, ce que vous appelez, d'une indignation morale. Oui, alors je crois qu'il n'y a pas de possibilité d'avoir un antiracisme politique sans partir de l'indignation. Et l'indignation est un sentiment, une émotion politique au fond. Et évidemment, si on se contente de dire « je suis indigné » et regretter et ne pas agir quand on peut le faire à son niveau, en fonction de ses qualités propres, ça peut paraître une démarche un tout petit peu inaboutie. Mais dire que l'indignation morale doit être stigmatisée, ça je ne vais pas jusque-là. Mais je pense qu'en réalité, les antiracistes politiques ne vont pas jusque-là pour la plupart d'entre eux. Le fait est que parmi les antiracistes politiques, et une question qui est centrale et qu'on a abordé un peu dans le livre, mais peut-être pas suffisamment, c'est le fait que parmi eux, il y a des gens qui sont extrêmement critiques à l'égard d'Israël et qui sont donc par conséquent considérés comme des antisémites. Alors, je ne nie pas qu'il y a parmi ceux-là des antisémites. Si vous voulez, on y vient tout à l'heure, mais c'est un point important qui justifie, si vous voulez, que les antiracistes s'en prennent à l'antiracisme politique en général en prenant la partie pour le tout. Mais est-ce qu'on les antiracistes, ce qu'ils reprochent avant tout aux antiracistes politiques, c'est peut-être le fait d'être venus des acteurs de cet antiracisme. Parce qu'avec cet antiracisme moral, jusque-là, il n'était que des sujets, des pauvres victimes qu'il fallait secourir. Et donc, finalement, c'est cette émancipation, la tutelle des pouvoirs publics qui gêne. Le doigt sur quelque chose de fondamental, parce que quand on regarde ceux qui protestent contre, par exemple, l'étude décoloniale, eh bien, on se voit que les études décoloniales, ce sont de jeunes chercheurs, et surtout d'ailleurs de jeunes chercheuses, qui viennent parfois lointainement de l'immigration, souvent même, et qui abordent les sujets d'une façon radicalement nouvelle. C'est-à-dire que pour eux en général, disons, il y a quand même des hommes parmi eux, la question du colonialisme n'est pas secondaire, elle est même essentielle. Et le vrai problème à mon avis, le problème central autour duquel nous ne pouvons que tourner si on ne l'aborde pas de façon tout à fait franche et nette, c'est sa question de ce qu'on pourrait appeler l'impensé colonial, si vous voulez. Tout ça fait qu'on ne peut pas comprendre les révoltes des banlieues sans prendre en compte le ressentiment largement justifié par la conduite de la France en tant que puissance coloniale et en tant que puissance post-coloniale à l'égard des populations issues des anciennes colonies. Et si on ne prend pas cette dimension en compte, eh bien alors on ne comprend pas grand-chose. Et beaucoup des antiracistes considèrent que le seul racisme, si vous voulez, qui mérite d'être étudié, c'est le racisme génocidaire. Ils ne voient pas qu'au fond, les deux racismes ont exactement la même matrice. Donc en tout cas, ces deux approches, antiracisme politique et antiracisme moral qu'on voudrait opposer, ne sont pas si irréconciliables. Non, bien sûr. Je pense qu'on doit absolument considérer la dimension morale comme première et ensuite l'élaboration d'une dimension politique, ce qui me paraît aller dans l'ordre, si vous voulez, normal des choses. Donc l'antiracisme politique serait le nouvel antiracisme qui dérange et l'antiracisme moral serait donc l'antiracisme d'autrefois. Est-ce qu'on peut parler alors d'une opposition générationnelle ?
Oui, il y a une dimension générationnelle. D'ailleurs, quand on regarde, si vous vous souvenez du manifeste des 100, publié, je crois, en octobre 2020, je me trompe peut-être sur le mois, mais en tout cas, c'était 2020, 100, en réalité, il y a eu 183 signataires au bout du compte, on s'aperçoit que la composition de ceux qui ont signé ce manifeste, ce sont majoritairement des hommes relativement âgés, des hommes qui ne sont plus en fonction à l'université et qui voient que leurs thèmes de recherche d'autrefois sont investis d'une façon totalement nouvelle et qui probablement considèrent là qu'il y a une non-reconnaissance de la légitimité de leurs travaux, ce qui à mon avis est totalement erroné, et qui ont créé en quelque sorte l'idée dans une certaine population qu'on ne pouvait pas à l'université faire des recherches sur autre chose que sur le genre, la race, les études décoloniales. Mais c'est absolument faux. C'est absolument faux. Enfin, je ne suis pas sociologue de terrain, je n'ai pas fait d'enquête, mais tous ceux qui en ont fait ont regardé les occurrences des mots, ont regardé les occurrences des thèses soutenues. C'est évidemment fantasmatique. Il y a là une panique morale, vous avez, je crois, utilisé ce terme de panique tout à l'heure. Il y a une panique morale qui a une fonction, c'est de désigner un ennemi. Et l'ennemi de l'intérieur qui s'allie éventuellement avec un ennemi de l'extérieur. Si vous voulez. On est dans une situation qui ressemble un peu, mais j'espère qu'on n'y arrivera pas, au sort que les Américains, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont réservé aux Américains d'origine japonaise. Il y a une grande méfiance à leur égard, et je crains que l'on fasse à l'égard des musulmans soupçonnés toujours d'être un terroriste potentiel, et qu'on leur réserve exactement le même sort. On n'en est pas là, Dieu merci, si j'ose dire, mais enfin, bon, il faut être extrêmement vigilant par rapport à tout ça. Et pour en terminer encore sur les concepts de nouvel antiracisme et mauvais antiracisme, l'un serait bon, l'autre mauvais. Est-ce que ça ne dénote pas aussi une posture réactionnaire ? Une posture réactionnaire à coup sûr, d'autant plus que ces antiracistes moraux, on peut se demander s'ils sont vraiment antiracistes. Enfin, ceux du moins qui condamnent l'antiracisme politique comme un racialisme antiraciste, c'est leur terme. En fait, ils sont fondamentalement racistes, finalement, d'après eux. Ceux-là mettent en cause, au fond, même la notion de racisme. Est-ce que le racisme désigne vraiment quelque chose de très concret ? Ce travail de démantèlement, en quelque sorte, de la notion a été entrepris très très tôt, mon sens dès 1993 par Taguieff notamment, et plus encore dans les années 2000. Moi, j'ai beaucoup connu Taguieff et j'ai beaucoup apprécié son premier livre et quelques-uns de ceux qui ont suivi. Et puis, et là, le terme n'a pas encore été utilisé, je crois qu'il faut le faire maintenant, il a sombré dans un national-républicanisme, et dans le national-républicanisme, le mot républicain est secondaire. Ce qui compte, c'est la nation. C'est l'exaltation nationale. Et autrement dit, tout ce qui met en cause l'identité nationale, beaucoup de gens d'ailleurs ont voté pour Sarkozy, beaucoup de gens qui étaient à gauche ont voté pour Sarkozy en 2007, et rappelez-vous, le ministère de l'immigration et de l'identité nationale, ça montre bien que l'immigration pose un problème à l'identité nationale, ce qui est évidemment absolument, non seulement absurde, mais raciste. Voilà. On va parler maintenant de la haine de l'antiracisme et de ses origines. Vous nous expliquez qu'elle s'est structurée dans la pensée d'extrême droite, puis à gauche dans le sillage du chevènementisme au tournant des années 90. Comment la gauche, qui a historiquement porté le combat antiraciste, a pu basculer dans la haine de l'antiracisme, et quel rôle Jean-Pierre Chevènement a-t-il joué dans cette dérive ? Alors, évidemment, des gens de gauche, autrefois, ont basculé. Maintenant, je ne considère pas qu'ils appartiennent encore à la gauche, si vous voulez. Chevènement, on sait bien que ça fait longtemps qu'il n'en fait plus partie, mais a-t-il jamais été à gauche ? C'est vrai qu'à un moment, le CRS, son mouvement politique, paraissait plutôt à gauche du PS, et sur certains points, sans doute l'était-il. Mais dès qu'il a été ministre de l'Éducation nationale, de l'Intérieur, on a pu voir qu'il mettait en place un refus argumenté grâce à des intellectuels comme Taguieff notamment, de l'octroi de la citoyenneté à des étrangers qui sont là, enfin, la citoyenneté, le droit de vote aux élections municipales d'étrangers qui étaient là depuis quelques années. Or là, si vous voulez, on retrouve quelque chose qui est très important dans l'histoire française, parce que les étrangers qui ont été considérés comme des citoyens, sous la Révolution, il y en a eu pas mal. Les plus célèbres, enfin le plus célèbre, c'est Thomas Paine, Anacharsis Claude, je ne prononce peut-être pas exactement à l'allemande, qui a payé de sa vie d'ailleurs, puisque
à partir de 1793, on a commencé à mettre en cause, si vous voulez, en quelque sorte la fidélité aux idéaux nationaux, républicains de ces étrangers-là. On a été extrêmement méfiants et Anacharsis Claus a payé de sa vie. Paine n'a évité la guillotine que parce que Thermidor est arrivé. Donc, si vous voulez, on retrouve un peu cette structure-là lorsqu'on refuse de séparer nationalité et citoyenneté dès la fin du XXe siècle, effectivement, avec l'arrivée au pouvoir, notamment, du Premier ministre Lionel Jospin. Ce n'est pas lui que je stigmatise en personne, mais si vous voulez, il était temps, je crois, d'accorder cette citoyenneté en disant il y a des gens qui sont des nationaux citoyens et des gens qui sont des citoyens étrangers, et ça ne pose pas de problème majeur. Mais non, on a dit c'est une citoyenneté à deux vitesses qu'on va instaurer. Donc, vous savez, l'argument, si vous voulez, c'était de dire c'est finalement un régime discriminant. Et ça pouvait être entendu. Mais en fait, il y a véritablement une résistance à, je dirais, la figure de l'autre en France depuis longtemps. L'altérité est un véritable problème. Et c'est un problème, je cite souvent cette phrase de Suzanne Citron, historienne communiste, qui avait dit un jour que la France avait fait ce qu'elle avait fait dans les colonies, enfin dans l'aventure coloniale, non pas en dépit du fait qu'elle était la patrie des droits de l'homme, mais parce qu'elle était la patrie des droits de l'homme. C'est-à-dire qu'en fait, on s'autorise des choses parce qu'au fond, le fait d'avoir inventé, entre guillemets, les droits de l'homme, c'est jamais une invention, hein, mais enfin bon, d'avoir mis en avant politiquement les droits de l'homme, eh bien, ça nous, en quelque sorte, ça nous... on ne peut pas être coupable, si vous voulez. Ça nous rend, en quelque sorte, intouchables. On ne peut pas faire mal parce que nous avons les droits de l'homme. L'universalisme, encore une fois, que représente la version française républicaine, c'est un modèle qui ne supporte pas de retouche, si vous voulez. Hein. C'est un peu comme le catholicisme avant Vatican II, quoi. On ne change rien. Donc la filiation de ces antiracistes, c'est Jean-Pierre Chevènement, on peut dire ça comme ça. Oui, je crois, oui. Et donc il fait partie de ce groupe des nationaux républicains. Nationaux républicains, et que l'on retrouve aujourd'hui notamment au sein du Printemps républicain, donc ce mouvement qui se présente de gauche républicaine, universaliste, et qui s'oppose notamment aux islamo-gauchistes et aux communautaristes, et qui fustige même l'utilisation du terme islamophobie. Donc c'est un peu ça très important, vous avez raison. La paternité. Oui, il y a, je ne sais pas si les gens du Printemps républicain, qui sont relativement divers, qui auront peut-être un peu moins d'influence qu'ils n'en ont eu maintenant, puisqu'ils cherchaient à rentrer dans le gouvernement Macron, le deuxième... Ils sont quand même au sein de la DICRA. Ils sont, absolument. C'est tout à fait vrai. Mais... Enfin, l'idéologie est présente un peu partout, si vous voulez. Et cette idéologie-là, lorsque le mouvement s'est créé, ça paraissait, comme le nom l'indique, un mouvement républicain, voulant revivifier l'idée républicaine. Bon, on est toujours dans le même débat, si vous voulez, depuis 89. Enfin, on pourra peut-être y revenir, mais il s'agit de sauver la République qui est menacée. Ah, bon, menacé par quoi on voit bien de quoi je veux parler. Mais le Printemps républicain, effectivement, est devenu un mouvement profondément islamophobe, tout en ne reconnaissant pas la validité du terme d'islamophobie. Ça, c'est un problème tout à fait intéressant aussi. Hein. Sous prétexte que le terme est mal formé, mais il y a énormément de termes mal formés qui ont vécu des siècles et qui vivront éternellement. C'est le cas typiquement de l'antisémitisme, qui représente le racisme de la sociologie. Sociologie a une racine latine, racine grecque, et qui va dire que ce mot n'a pas de valeur, enfin, doit être changé. C'est fini, si vous voulez. On pouvait effectivement émettre des réserves sur le terme, parce qu'il y a effectivement une utilisation qui a été faite en 79 par les mollahs iraniens, qui est extrêmement différente de ce que... Qui est circonscrite à l'Iran. Qui est circonscrite à l'Iran, bien sûr. Et d'ailleurs, le terme islamophobie, contrairement à ce que la plupart des gens croient, n'est pas de création récente. Il a été créé au début des années 1910 environ, par les ethnologues ou les administrateurs coloniaux, qui étaient souvent ethnologues, pour justement mettre en garde la France contre ce sentiment hostile à l'islam. Donc il était utilisé comme l'hostilité à l'islam. Et bon, bien évidemment, on ne peut pas se réclamer d'islamophobie en disant « je veux faire une critique rationnelle de la religion musulmane », parce que le mot phobie ne convient pas pour une critique rationnelle. Par définition, la phobie, c'est la peur. Et donc,
je me souviens d'Henri Pénard-Ruiz qui a réclamé l'utilisation de ce terme en disant qu'il est tout aussi valable que athéophobe, christianophobe, mais il ne comprend pas que la phobie, c'est quelque chose qui relève du dégoût, de la peur, et comme lui a répondu dans Libération un philosophe que je ne connais pas, mais que j'ai trouvé très pertinent, s'appelle Saïd Ben Moufok, qui lui a dit, mais pour parler de cela, est-ce que le terme de phobie est bien le bon? Est-ce qu'on aurait l'idée de dire que on n'a pas en quelque sorte de phobie à l'égard des communistes tout en détestant le communisme? Alors c'est tout à fait paradoxal. On peut très bien ne pas avoir de phobie à l'égard des musulmans en disant l'islam, disent-ils, mais ça me paraît totalement impensable. Donc, en plus, le terme s'est imposé maintenant. Dans le vocabulaire des sciences sociales, le terme s'est imposé de façon extrêmement claire, tout en regrettant parfois dans les définitions qui ont été proposées au début, qui sont maintenant assez consensuelles, il y a le regret que ce terme, effectivement, se soit imposé. Mais maintenant, on ne peut pas faire autrement. Et quand on sait ce qu'il désigne, eh bien, il n'y a pas de problème. Il faut le définir chaque fois qu'on l'utilise. Pour bien comprendre, il y a une conjonction entre ces nationaux républicains, donc originellement de gauche, avec l'extrême droite, entre l'extrême droite et ces nationaux républicains. Le vocabulaire de l'extrême droite et celui des nationaux républicains se recoupent assez largement. D'ailleurs, on parlait au tout début de laïcité. Rappelez-vous, Marine Le Pen s'est emparée de la laïcité. C'est elle qui a transformé la première laïcité en valeur d'identité nationale, si vous voulez. La laïcité, c'est ce qui nous caractérise, nous, Français, et les autres qui ne peuvent pas s'accommoder de cette laïcité-là, eh bien, ils n'ont qu'à aller voir ailleurs. Enfin, bon, je simplifie, bien sûr. Mais, enfin, ceci dit, le retour, c'est toujours dans les tuyaux. Enfin, la crainte de ce terme absolument abominable de grand remplacement, c'est quelque chose qui est extrêmement présent dans la population française. Alors, je ne peux pas le mesurer de façon très précise, mais en tout cas, ça joue un rôle délétère dans le débat public, incontestablement. Donc, ce qui lie ces nationaux républicains, plutôt de gauche et des militants d'extrême droite, ça serait quoi? Ça serait donc la haine ou la peur de l'islam? En partie, l'islam, mais je dirais plus généralement un certain nombre, d'ailleurs vous avez signalé il y a quelques instants, un certain nombre de pensées qui viennent d'ailleurs. Il y a aussi une dimension très anti-américaine, très paradoxalement, si vous voulez. On attaque souvent les militants wokistes, qui n'existent pas, mais enfin peu importe, ceux qui se disent éveillés aux injustices, en disant finalement que ça vaut bien pour les États-Unis, mais la France, la situation n'est pas la même. Oui. Alors, effectivement, elle n'est pas la même pour comme l'a dit très bien Patrick Simon dans Libération tout récemment. Et là, c'était le 14 juillet, peu de gens l'ont lu peut-être, mais il a dit clairement, oui, c'est vrai, c'est pas la même chose. En Grande-Bretagne, aux États-Unis, ils prennent en compte les discriminations systémiques. Ils savent qu'ils ont effectivement une structure de discrimination et ils la prennent en considération. Et nous, on la nie. Nous, on est dans le déni en permanence. Donc, si vous voulez, ça, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Le racisme systémique, vous y faisiez allusion au début à propos de la police, il est évident que on ne peut pas ne pas reconnaître l'existence dans nos institutions de réflexes hérités des temps coloniaux. Maintenant, ça ne veut pas dire que la France d'aujourd'hui, c'est la France coloniale. La défenseur des droits, d'ailleurs, reconnaît qu'il y a un racisme systémique. Bien sûr. Elle dit dans la police, mais moi, je pense qu'il est ailleurs que dans la police. Il est dans d'autres institutions. Et le racisme systémique, par définition, si vous voulez, il y a un livre d'un Américain, Bonilla Silva, qui s'appelle « Le racisme sans raciste ». Il n'est pas nécessaire d'être soi-même raciste, si vous voulez, pour en quelque sorte, produire des stéréotypes. On peut être involontairement, inconsciemment producteur de stéréotypes et ne pas être extrêmement surpris si on dit « mais ça, c'est un stéréotype raciste ». C'est pas facile de savoir ce qu'est un stéréotype raciste. Moi, j'ai eu des conversations souvent avec des gens qui disaient des choses qui me paraissaient très douteuses, qui n'avaient pas du tout conscience du fait que c'était douteux. Et donc, si vous voulez, c'est un point important. Et en plus, la thèse du racisme systémique, elle n'exclut pas l'idée que le racisme reste un comportement individuel. Alors que ceux qui se focalisent sur le racisme comme comportement individuel refusent l'idée qu'il soit systémique. Taguieff, dont nous citions, a écrit un livre qui s'appelle « L'antiracisme devenu fou », avec comme sous-titre « Le racisme systémique et autres fables ». Donc, il considère que c'est une fable. Son modèle, même celui de 88, qui était tout à fait intéressant, mais son modèle est un modèle fondé sur le comportement individuel, l'idéologie, etc., mais pas sur la dimension de système. Et encore une fois, un racisme systémique, ce n'est pas un racisme d'État. Cette confusion ne doit pas être faite, parce que Vichy, c'était un racisme d'État. Les lois étaient racistes. Ici, les lois ne le sont pas. Les règlements ou l'application des règlements peuvent l'être en revanche. Voilà, il faut être conscient de tout ça. Maintenant, il y a une dimension du racisme systémique qui demande à être tout de même
mise en avant et qui a été mise en avant avec beaucoup de clarté par mon collègue Daniel Sabag. Il dit qu'il peut y avoir une dimension en quelque sorte, de déresponsabilisation. Si c'est le système qui produit ça, au fond, moi, j'y suis pour rien. On peut changer le système, toutefois. Bien sûr, on peut changer le système, mais on ne peut pas demander à des institutions de se réformer elles-mêmes si vraiment elles produisent tout ça. Et c'est intéressant. Et il ne faut pas que la responsabilité individuelle, en quelque sorte, s'évapore dans cette notion-là. Et c'est assez difficile, il faut être très conscient de ce problème. Pour résumer, les antiracistes donc reprochent aux nouveaux antiracistes d'avoir réhabilité la notion de race et leur reproche qu'on puisse penser qu'il existe, que vous disiez, un racisme sans raciste, et donc c'est aussi le rejet de ce racisme systémique. Alors les antiracistes vont même très loin, puisque vous l'avez dit aussi tout à l'heure, ils accusent les antiracistes d'être des racistes. Ils les suspectent notamment de racisme anti-blanc, donc une invention aussi pour disqualifier leur combat. On les accuse d'antisémitisme et de séparatisme. Oui, alors le racisme anti-blanc, l'antisémitisme, séparatisme, tout ça c'est assez lié effectivement. Le racisme anti-blanc dans un pays démocratique à majorité blanche, le blanc n'est pas discriminé en tant que blanc. Évidemment, il peut être discriminé en tant que pauvre. Il peut être discriminé pour de multiples autres raisons. Mais en tant que blanc, il ne l'est pas, par définition, si vous voulez. Un racisme anti-blanc dans un pays à majorité blanche, ça n'a pas de sens. Ça ne veut pas dire que, évidemment, des non-blancs ne puissent pas être racistes à l'égard des blancs. Ça n'aurait aucun sens que de dire ça. En tant que comportement individuel, évidemment, on peut parfaitement l'être. On peut observer des injures, voire des coups à l'égard de blancs. C'est qu'il serait de la haine, plus de la haine que du racisme. Oui, il y a une haine, une sorte de forme de ressentiment, de revanche, etc. etc. Bon, tout ça, il ne faut pas le nier, mais ça ne fait pas un système, si vous voulez. Donc le racisme anti-blanc, en tant que comportement individuel, bien sûr, en tant que système, évidemment, les blancs ne sont pas discriminés. Un blanc en tant que tel ne subit pas la ségrégation spatiale, la ségrégation à l'emploi, la ségrégation à l'école. Donc tout ça, ça va de soi. Parfois, on se dit, mais pourquoi faut-il dire des choses aussi évidentes, Bon, en ce qui concerne le deuxième point, je me souviens plus, vous avez cité... On les accuse d'antisémitisme. Alors, l'antisémitisme, oui. Alors ça, c'est effectivement intéressant parce qu'il y a réellement des gens qui ont vis-à-vis d'Israël une position qu'ils n'ont vis-à-vis de personne d'autre, si vous voulez. Moi, je suis critique de la position israélienne depuis, je dirais, 1967. J'étais jeune, mais j'étais déjà critique, si vous voulez. La colonisation fait perdre à un pays, quel qu'il soit, son âme. Une communauté juste ne peut pas coloniser. C'est illégal de coloniser. Oui, le droit international est très clair sur ce point. En plus, mais le problème, c'est que l'illégalité, ça peut être discuté dans la mesure où certains territoires peuvent être considérés comme effectivement appartenant à... Bon, ça, c'est un débat. Moi, ça m'intéresse plus de dire que c'est indigne moralement. C'est illégitime. Et là, dans la légitimité, il y a une dimension morale. L'illégalité, c'est vrai, vous avez raison. De toute façon, c'est cette politique-là, un pays qui la mène, il perd effectivement son âme. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait important. De là à nier ou mettre en cause le droit à l'existence d'un pays qui fait cela, on ne l'a jamais fait pour aucun autre, puisque la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis avec les Indiens, etc., avec les Noirs ensuite, enfin... mais il y a eu tout un mouvement de décolonisation qui fait qu'aujourd'hui, des militants antiracistes qui... en principe, sont aussi naturellement anti-sionistes, puisque le sionisme est un projet colonial. C'est pas si surprenant de les voir se dresser contre le sionisme. C'est un point important sur lequel j'introduirai peut-être quelques divergences avec vous. Le sionisme, ça appartient à un moment de l'histoire, si vous voulez. C'est considéré par ceux qu'il était comme le mouvement de libération nationale des Juifs. C'est une position qui a évidemment ses défauts. Beaucoup de gens l'ont combattu, considérant que la vie juive devait être essentiellement diasporique et que l'existence d'un État n'était pas du tout nécessaire et souhaitable. Et puis est arrivé la Seconde Guerre mondiale, où beaucoup de ceux qui étaient non-sionistes, et notamment qui appartenaient à des mouvements comme le Bund, ont considéré qu'effectivement, peut-être qu'ils avaient tort, qu'il fallait un État qui puisse être un refuge pour les vies du monde entier. Pendant longtemps, l'État d'Israël a été soutenu par la communauté internationale. En 1948, même le bloc de l'Est a voté pour sa création. C'est grâce à des fusils de Tchécoslovaquie permis par la Russie, enfin l'URSS à l'époque, que les armées israéliennes ont triomphé lors de la première guerre en 1948, si vous voulez. Donc, pendant ce temps-là, si vous voulez, il n'y avait pas vraiment de remise en cause de sa légitimité. Après, vous avez raison, dès 1956, avec l'aventure de Suez, on rentre dans une logique coloniale. Avec une différence, si vous voulez, c'est que les colonies dont je parlais tout à l'heure, enfin, les pays coloniaux dont je parlais, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis, ces pays-là
avait une métropole. Or, Israël n'a pas de métropole. Israël, ça ne vient pas d'ailleurs. Et l'idée des Israéliens, du moins de certains d'entre eux, mais on voit qu'il n'y a pas l'unanimité, on voit les mouvements qu'il y a actuellement, mais l'idée, c'est qu'effectivement, ils sont dans une situation de siège permanent, si vous voulez. Et je pense que la classe politique israélienne est très médiocre, très très médiocre, aussi médiocre que la classe politique américaine, si vous voulez, c'est pas peu dire, et n'ont jamais eu, en quelque sorte, l'intelligence politique, sans parler de la dimension évidemment haute que politique, morale, de donner les moyens de faire la paix. On a pu croire à certains moments, il y a eu des accords importants, on a pu le croire avec les accords avec Sadat, on a pu le croire avec les accords avec les Palestiniens, etc. Mais ça ne s'est pas produit parce qu'il y a une logique effectivement dans laquelle la religion joue un rôle, parce qu'elle justifie, si vous voulez, la possession de territoires qui auraient appartenu de toute éternité, si vous voulez, en fonction d'une loi divine. Tout ça, quand on mêle la religion à la politique, c'est quelque chose qui va généralement assez mal. Et selon vous, le mouvement antisioniste minore la question de l'antisémitisme, voire tombe dedans pour une partie du mouvement antiraciste. Est-ce que vous pouvez peut-être préciser votre propos? Parce que vous revenez souvent dans votre essai sur une certaine porosité entre antisionisme et antisémitisme, mais sans vraiment donner d'exemple. Donc c'est peut-être l'occasion d'illustrer ici. Oui. Je dis certainement que les antiracistes reprochent à certains antiracistes d'être antisémites, et il est clair qu'il existe des militants antiracistes qui sont antisémites sous couvert d'antisionisme. Mais c'est encore, je vous l'ai dit il y a un instant, c'est prendre la partie pour le tout. La plupart des militants antiracistes critiquent la politique israélienne, mais ce n'est pas leur engagement principal pour la plupart d'entre eux, mais ne sont pas dans une situation qui pourrait considérer qu'ils assimilent en quelque sorte Israël aux Juifs, si vous voulez, donc position antisémite. Or, pour Taguieff et pour d'autres, il n'y a pas d'antisionisme qui ne soit pas antisémite, si vous voulez. Maintenant, encore une fois, moi je pense qu'il faudrait se passer de ces mots-là. Le sionisme, il a vécu. Le sionisme, c'est un mouvement de libération nationale. Il a donné lieu à la création d'un État. Être sioniste aujourd'hui, c'est la guerre de sens, sauf individuellement pour dire « moi, je suis juif et je veux aller en Israël ». Bon. Ou pour soutenir l'expansion des colonies. Alors, c'est encore un autre sens. Parce que oui, voilà, il y a d'autres sens. La personne qui se sent mal dans un pays donné et qui veut un Israël, elle dit, moi, je réalise mon rêve sioniste, bon, passons. Mais encore une fois, le sionisme, il a vécu. Alors, dès l'instant où le sionisme a vécu, être antisioniste, ça ne me paraît pas être le bon terme. Ce qu'il faut être, c'est extrêmement critique. Et les Juifs le sont, et beaucoup d'Israéliens le sont, par rapport à la politique de colonisation qui est menée, et la citoyenneté à deux vitesses. C'est-à-dire la politique qui a des dimensions incontestablement racistes à l'égard des Arabes en Israël. Ça, c'est parfaitement légitime et souhaitable. Mais je crois qu'il faut... Ces mots-là, à mon avis, il faudrait s'en débarrasser parce qu'ils obscurcissent le débat et ils donnent l'occasion aux antiracistes, justement, de dire que ces antisionistes-là sont en réalité antisémites. Avant de fermer là encore la parenthèse de ce sujet, vous parlez également de la perméabilité de la gauche radicale à l'antisémitisme. Est-ce que c'est moi qui dis ça? Oui. Vous dites, hélas, c'est les antiracistes qui pointent la perméabilité de la gauche radicale, et vous dites, hélas, c'est vrai que c'est le cas. Alors, il y a effectivement probablement des choses qui ne sont pas... à mon avis, suffisamment explicitée dans le mouvement, enfin, la gauche radicale en général. Qui est-elle, cette gauche radicale? De qui parle-t-on? Bon, là, je pense que je me souviens plus du contexte de la conversation avec Régis, mais il me semble qu'il parlait incontestablement des insoumis. Hein. Donc, au sein des insoumis, il y a effectivement, semble-t-il, des gens qui, sur ce sujet-là, n'ont pas tout à fait la position que je viens de défendre. C'est-à-dire d'eux qui sont antisémites pour autant. Est-ce que c'est pas... Non, je dis... C'est au cas par cas, oui. Au cas par cas, si vous voulez. Non, je ne dirais pas d'ailleurs qu'ils sont antisémites, je dirais qu'il y a des comportements ou des paroles qui peuvent être considérées comme telles, si vous voulez. Jean-Luc Mélenchon n'a pas toujours été extrêmement, si vous voulez, cette question-là, extrêmement, je dirais, clair. Moi, je crois qu'il est impossible de suspecter Mélenchon d'antisémitisme. Mais néanmoins, il est très maladroit, si vous voulez. Quand il parle du discours du CRIF actuel comme un discours d'extrême droite, si vous voulez, c'est dommage parce que... Vous ne voyez pas comme un discours d'extrême droite à partir du moment où il soutient une politique d'extrême droite? C'est pas le cas du CRIF actuel, ça a été le cas du CRIF précédent. Mais le CRIF, c'est une histoire assez compliquée. Il y a un CRIF avec un dirigeant qui s'appelle Théo Klein, qui est un type de gauche, qui était très très critique par rapport à la politique israélienne. Et le CRIF n'était pas une succursale du Likoud. Puis progressivement, après lui, le CRIF est devenu une succursale du Likoud. Mais aujourd'hui, il est dirigé par quelqu'un que je ne connais pas, mais qui a été dirigeant de l'UEJF, qui est un mouvement de gauche. Et
ce qu'il dit vis-à-vis de Netanyahou ne peut pas le ranger parmi l'extrême droite. C'est pas possible, si vous voulez, parce qu'il est extrêmement critique. Il rentre dans la catégorie de ceux qui, très régulièrement, le samedi, à Jérusalem, à Tel Aviv ou ailleurs, surtout à Tel Aviv d'ailleurs, militent contre le projet de loi du gouvernement israélien. Donc c'est maladroit, à mon sens, et surtout c'est en quelque sorte enlever un peu de sa malveillance, de sa dangerosité à l'extrême droite. Le CRIF, on ne peut pas dire que le CRIF en tant que tel qui ne représente pas grand-chose en réalité. C'est quand même le mot qui constitue un monopole. À cause des pouvoirs publics français qui mettent en avant effectivement et qui vont régulièrement au nid du CRIF, qui mettent en avant l'importance d'un mouvement, d'une association qui ne représente pas, à mon avis, grand-chose. La plupart des Juifs, si vous voulez, ne sont pas, en quelque sorte, assignés à un culte ou une organisation culturelle, communautaire, qui puisse leur permettre d'identifier. Donc, le CRIF, pour beaucoup de Juifs, ça ne représente strictement rien. Bon, maintenant, je ne sais pas ce que représente un certain nombre de mouvements équivalents. Enfin, moi, j'ai entretenu un excellent rapport avec Raleigh Mencher, la Fondation de l'Islam de France. Je ne sais pas ce qu'elle représente vraiment par rapport, peut-être plus que le CRIF, certainement. Non, moins, justement, j'allais dire, pas grand-chose, en tout cas, aux yeux de la communauté musulmane de France. Voilà, donc voilà, c'est très difficile. Alors, elle paraît être une organisation institutionnelle importante. C'était quand même Jean-Pierre Chevènement qui était à la tête de cette fondation. Bien sûr. Mais qu'il y a de quoi soulever certaines questions. En tout cas, pour continuer sur les petites critiques que vous formulez vis-à-vis des nouveaux militants antiracistes, en tout cas ceux des années 2000, vous leur reprochez d'avoir mis en concurrence les victimes de racisme. Oh, ça, la concurrence victimaire, c'est un terme qui est très ancien et je pense que les antiracistes que j'attaque l'ont fait bien avant, si vous voulez. La concurrence des victimes, le terme s'est imposé après un livre de Jean-Michel Chaumont qui date de très longtemps. Je ne sais plus la date, mais c'est très très loin. Et effectivement, cette concurrence victimaire, elle est parfaitement odieuse. Et je le disais tout à l'heure, si vous voulez, c'est une concurrence qui participe de l'idée qu'entre le racisme colonial et le racisme génocidaire, il y a une différence de nature. Et moi, je pense qu'il n'y en a pas. Je pense que dans les deux cas, le point fondamental, la matrice en quelque sorte, c'est la volonté de ne pas se mélanger à l'autre. Parce que vous, en tant qu'universaliste, vous défendez la nécessité de défendre des causes communes et pas seulement des causes qui sont propres à des communautés. C'est d'ailleurs un point tout à fait central parce que beaucoup de militants décoloniaux ont tendance peut-être à considérer que leur combat doit être mené uniquement par ceux qui sont les victimes de ce combat. Et je pense que c'est une erreur de croire, et c'est une erreur, et d'un point de vue universaliste, je ne peux pas l'accepter, de croire que la souffrance que vous subissez n'est pas transmissible. Alors, il faut que la victime soit d'abord entendue. C'est celui qui vit la souffrance, qui est victime de discrimination, qui doit être entendu. Mais dire qu'il est le seul à pouvoir parler de sa souffrance, ce qui voudrait dire qu'elle est tellement unique qu'elle n'est pas communicable, ça je le refuse parce que nous sommes une unité commune. Nous avons fondamentalement exactement les mêmes caractéristiques. Cette mise en concurrence des victimes de racisme, est-ce qu'elle n'est pas plutôt le fait des pouvoirs publics qui a consacré, par exemple, un terme au racisme anti-juif et qui a fait de la lutte contre l'antisémitisme sa priorité ? On peut notamment parler de la DILCRA, la délégation interministérielle à la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la haine anti-LGBT, qui est rattachée à Matignon, et la ligne politique de cette institution. Elle s'est imposée en 2015 quand Gilles Clavreul a été nommé par Manuel Valls. Alors Gilles Clavreul est aussi donc le cofondateur du Printemps républicain, comme quoi on les retrouve bien au sein des institutions. Et Clavreul déclarait en 2015 « Tous les racismes sont condamnables et le racisme anti-arabe et anti-noir n'a pas les mêmes ressorts que l'antisémitisme dans sa violence. Il faut être capable de dire la particularité de l'antisémitisme. » Est-ce que c'est pas comme ça qu'on instaure une concurrence entre les combats antiracistes ? Si ça signifie hiérarchisation, je suis en opposition totale. Mais ça signifie rendre compte de la spécificité de chaque racisme ? Non, car chaque racisme n'obéit pas exactement aux mêmes modalités. D'ailleurs, vous défendez la spécificité de l'antisémitisme. Comme celle du racisme anti-arabe ou celle du racisme anti-noir. Je pense que chaque racisme est spécifique parce qu'il n'utilise pas les mêmes vecteurs, si vous voulez. Il n'a pas la même histoire.
Et donc, la différence d'histoire, la différence de comportement des puissances publiques à l'égard des minorités a pu varier selon les pays, de surcroît. Donc, cette histoire-là est très diverse. Et je crois que je ne mets pas l'antisémitisme dans une case à part. Je considère que chaque racisme a sa particularité. J'ai écrit un texte d'ailleurs là-dessus, si vous voulez, dans AOC, où je parle de la structure du génocide en disant qu'il est créé par le même mouvement, encore une fois, d'incapacité de se mélanger à l'autre. La haine du métissage, c'est le vecteur du racisme colonial, esclavagiste, comme du racisme antisémite. Alors, le problème, c'est que l'antisémitisme, effectivement, les Juifs ne sont pas actuellement dans des pays démocratiques en situation de domination. Ils ne sont pas dominés. La dimension de domination évidente pour certaines minorités ségrégées pour des raisons qui tiennent à l'histoire coloniale notamment et au racisme qui l'accompagne ne joue pas en ce qui concerne les Juifs. Mais ça n'est pas une raison, évidemment, pour considérer que, comme le dit Clavreul, qu'il est totalement à part. Il est à part, pas plus qu'on parlerait du racisme anti-arabe, je le dirais qu'il est totalement à part aussi. Donc je crois que ça, c'est important de dire que chacun a son histoire et ses particularités. Mais vous parvenez quand même à faire des ponts. J'ai vu donc dans l'interview que vous avez donnée à Mediapart, vous citez un chercheur suisse en Grande-Bretagne, Reza Azia Ibrahimi, qui rappelle qu'on utilise à l'égard des musulmans aujourd'hui les mêmes schémas discursifs qu'on utilisait contre les juifs d'autrefois. C'est très important, oui. Je l'ai rencontré après l'écriture de ce livre. On a passé un excellent moment avec Nona Mayer et je trouve que ce qu'il a écrit là-dessus est tout à fait intéressant. Et je le cite abondamment dans mon livre en train de se terminer sur précisément le wokisme. Enfin, sur la fabrication d'un mythe, pour être tout à fait précis. Ces schèmes discursifs, c'est que les juifs, comme musulmans, seraient des conspirateurs qui visent à dominer le monde. Oui, des conspirateurs par essence. Par essence, oui. Oui. Et même sans que l'individu en tant que tel soit conscient d'être conspirateur. Ça, c'est vraiment des marches racistes absolues, oui. D'ailleurs, la théorie du grand remplacement, qui aujourd'hui, on va dire, accable les musulmans, est d'abord une théorie antisémite. Absolument, oui, tout à fait. L'idée que, d'ailleurs, il y a des métaphores des juifs comme des poux ou des parasites, si vous voulez. Donc les parasites, ça prolifère partout, si vous voulez. Et c'est tout à fait vrai. Et ce que fait mon collègue suisse est extrêmement intéressant et c'est très prometteur. Et il faut suivre ses travaux. Alors, Régis Méran soutient que le mot islamo-gauchiste a été forgé pour désigner les tenants de l'antisionisme. Est-ce que ce n'était pas plutôt pour désigner les acteurs qui dénoncent l'islamophobie ? L'islamo-gauchisme, c'est une histoire qui est assez récente, si vous voulez. Il y a eu un texte d'un militant trotskiste britannique qui s'appelle Chris Harman, qui a théorisé l'alliance de l'extrême gauche, gauchisme donc, avec les mouvements musulmans. Islamiste, peu importe, mais islamiste, toujours un mot un peu ambigu. Les mouvements musulmans. Parce que beaucoup de musulmans étaient en situation de domination, de pauvreté, etc. Il a pensé que ça pouvait être en quelque sorte le ressort de ce que la classe ouvrière ne parvenait plus véritablement à assumer, c'est-à-dire en quelque sorte le leadership de la lutte révolutionnaire. Ça n'a pas pris. Ça n'a jamais été majoritaire à gauche, ni en Grande-Bretagne, ni ailleurs. Et en 2002, Taguieff crée ce terme d'islamo-gauchisme pour dire qu'il s'agit d'une réalité extrêmement présente aujourd'hui. Et quelques années après, vous savez que les ministres Blanquer et Vidal ont cherché à débusquer l'islamo-gauchiste. J'en fais évidemment partie. Oui, chasse aux sorcières. La chasse aux sorcières, dans voilà. le milieu académique. Voilà. Alors que, évidemment, ça ne correspond strictement à rien, mais il y a beaucoup de gens qui écrivent pour croire que ça correspond à quelque chose et qu'il y a une conspiration, là encore, des musulmans et des gauchistes pour mettre à bas les valeurs de la République. Donc ça serait des figures de gauche qui seraient non seulement sympathisants, enfin plus que sympathisants avec l'islam, avec l'islamisme. C'est ce qu'on reprocherait à ces l'islamisme, encore une fois, le mot est ambigu, mais avec en quelque sorte la cause musulmane considérée comme quelque chose qui relève en quelque sorte d'une cause internationale, etc. Les musulmans sont aussi divers que le sont n'importe qui, et parler d'une communauté, même parler en France d'une communauté musulmane me paraît être extrêmement discutable. Ça pourrait se matérialiser dans le vote, mais ça n'est pas le cas. Donc
il faut se méfier du vocabulaire communautaire. Ça ne veut pas dire pour là que la communauté en tant que telle, comme vecteur de ressources morales, pratiques, etc., ne soit pas utile. Quand on arrive dans un pays qu'on ne connaît pas, la logique est bien qu'on aille vers ceux qui sont déjà là et qui viennent du même endroit que nous. Ça, c'est une logique que j'appellerais communautaire. C'est un mais réflexe, c'est un réflexe, tout à fait. Et communautaire n'est pas communautariste. De toute façon, qui est communautariste en France? On brandit ce mot-là, et en réalité, à part les sectes religieuses, le communautarisme, c'est quoi? C'est quelque chose d'extrêmement fermé, avec une hiérarchie extrêmement forte, dont on ne peut pas sortir. La classe politique, par exemple. C'est pas tout à fait vrai quand même, mais je comprends l'allusion. Une petite boutade. À mon sens, voilà, les islamo-gauchistes, c'est ceux qui ont dénoncé l'islamophobie, et notamment ces islamo-gauchistes, on les a beaucoup vus au sein de l'Observatoire de la laïcité, à qui, alors c'est une commission, c'est un organe qui était quand même indépendant et que l'on a, alors pas dissous, mais supprimé. On peut parler même de dissolution, au motif qu'il aurait rendu des avis beaucoup trop laxistes, beaucoup trop complaisants avec l'islam et les islamistes. Alors bien évidemment, au contraire, dans l'autre camp, on soutient que ces avis étaient plutôt juridiques. Et donc, pour remplacer cet observatoire de la laïcité, on va créer un organe qui, lui, sera complètement dépendant du gouvernement, le comité interministériel de la laïcité. C'est vous dire à quel point les antiracistes sont quand même puissants dans ce pays. Oui, hélas, oui. Le livre que je suis en train d'écrire commence par le constat de la victoire des thématiques de la droite dure. Donc, effectivement, et ces thématiques de la droite dure, c'est celles que les antiracistes, éventuellement à leur corps défendant, mais bien souvent en étant conscients, véhiculent. Il y a souvent des gens qui protestent en disant que l'anti-wokisme peut être de gauche, notamment Nathalie Hennig, mais je crois que l'anti-wokisme, ça n'a aucun sens, sauf à installer encore une fois un climat de suspicion. C'est ça le problème, c'est le soupçon sur tous ceux qui ne se conforment pas à ce qu'on estime devoir être le comportement adéquat. Mais c'est une position extrêmement, vous avez raison de le dire, réactionnaire. Parce que les antiracistes donc, attaquent, on l'a dit, les islamo-gauchistes, les wokistes et les néo-féministes. Qu'est-ce qu'on leur reproche à elles aussi? Bien sûr, le néo-féminisme. Et en disant que le vrai féminisme, c'est celui de Simone de Beauvoir, qu'on a passé son temps, lorsqu'on était en âge de le soutenir, à attaquer, si vous voulez. Donc, les aujourd'hui. Oui, bien sûr. Enfin, elle a vraiment un passé de militante féministe, mais elle a des positions, notamment, elle fait partie de ceux qui se sont dit sur l'antenne d'Europe 1, je crois, ou de France Inter, je ne sais plus, islamophobe. Donc avant Pénaruiz, je crois, ou après, je ne sais plus, mais avant, il me semble. Enfin, c'est sûr, mais ce qui est grave, si vous voulez, c'est que les anti-néo-féministes se réclament du féminisme d'antan qu'ils ont profondément combattu. Alors, moi, j'aurais envie parfois, même si je ne suis pas proche de ce qu'elle peut dire, de défendre Sandrine Rousseau, parce qu'il y a beaucoup de misogynie aussi là-dedans. Il y a une dimension misogyne considérable. Si vous vous souvenez qu'au début de MeToo, il y a eu des mouvements qui ont réclamé le droit d'importuner. Et notre ami Taguieff a écrit un livre dans une maison d'édition d'extrême droite qui s'appelle « Des putes et des hommes » pour justifier donc le recours à la prostitution. Il y a une dimension misogyne fondamentale là-dedans. Et ça, c'est un point heureusement qu'on en parle parce que c'est essentiel à mon avis. Du côté de l'antiracisme, quand même, des antiracistes, certains soutiennent que l'universalisme n'est pas une voie à suivre. Comment articuler antiracisme et universalisme? Ceux qui soutiennent que l'universalisme n'est pas une voie à suivre se trompent, parce que comment justifieraient-ils leur combat sinon au nom de valeurs universelles? Comment lutter contre l'oppression? Comment lutter contre la stigmatisation, discrimination, sinon en invoquant des principes qui sont universalisables? Pour eux, l'universalisme n'a pas empêché à cohabiter, avec des génocides, avec la colonisation. Mais bien sûr, et c'est un mot dont j'ai fait le procès. L'universalisme peut servir, comme beaucoup de mots en isme, ou beaucoup de mots tout court d'ailleurs, à justifier des choses qui sont contraires à son idéal. Encore une fois, l'universalisme tel qu'il est présenté par certains, n'a rien à voir avec celui dont se réclamait par exemple Aimé Césaire. Vous savez, Aimé Césaire parlait d'universalisme décharné pour le stigmatiser et se revendiquer d'un universalisme pluriel, où mon ami Souleymane Bachir Diane parle d'un universalisme latéral qu'il emprunte à Maurice Merleau-Ponty, qui est le refus d'un universalisme justement de surplomb, imposé. Si on veut imposer une valeur que l'on croit être
universalisable, on ne peut pas le faire par la force, il ne peut pas le faire par la persuasion, par la coercition, on doit le faire par le débat, par l'argumentation. Et en réalité, je pense qu'il faut être extrêmement prudent par rapport à l'imposition de valeurs. Bien souvent, sous couvert de valeurs universelles, on mène des aventures qui sont des aventures d'expansion coloniale ou autres, si vous voulez. Et aujourd'hui encore, si vous voulez, les guerres qu'on a pu voir menées par les puissances occidentales sont souvent des guerres qui participent du bon sentiment que ces valeurs-là sont effectivement reconnaissables par tous. Sans doute le sont-elles, mais pas à n'importe quel moyen. Et alors, au fond, Alain Policar, est-ce que la haine de l'antiracisme ne profiterait pas, une fois de plus, à l'extrême droite ? Ça, c'est évident. Parce que vous parlez effectivement d'une sous-estimation, par exemple, de l'antisémitisme ou même du racisme au sein de l'extrême droite. On n'a pas parlé de cette question-là parce qu'il y a eu, avant l'islamo-gauchisme, il y a eu enfin non pas avant parce que c'est le mot de 2002, mais avant que ça soit réactualisé, il y a eu la querelle du nouvel antisémitisme. Et le nouvel antisémitisme, c'est un antisémitisme dont l'extrême droite n'était pas concerné, c'était uniquement le jeune musulman de banlieue qui était antisémite. Ça a une fonction politique, idéologique très, très importante. Et il y a un lien très clair entre la querelle le débat sur le nouvel antisémitisme et celui sur l'islamo-gauchisme. Donc oui, bien sûr, c'est tout à fait important de mettre en avant cette question-là. Et il y a une stratégie qui, en tout cas, profite incontestablement à l'extrême droite, qui a peut-être gagné la bataille des idées. Beaucoup de gens considèrent désormais qu'il faut se préparer, et beaucoup de gens le font à un niveau très élevé, se préparer à la venue de Marine Le Pen au pouvoir. C'est une perspective à laquelle je résiste encore. Donc ces antiracistes sous-estiment l'antisémitisme de l'extrême droite. Est-ce qu'ils ne la relativisent pas plutôt ? Ils la relativisent parce qu'en même temps, vous l'avez rappelé, ces antiracistes sont quand même des soutiens inconditionnels à l'État d'Israël qui mène une politique d'extrême droite. Donc il n'est pas intéressant, opportun ou justifié pour eux de taper sur le racisme finalement de l'extrême droite puisqu'il se manifeste aujourd'hui dans la politique israélienne. Oui, c'est vrai que certains juifs qui sont illustrés dans des combats contre l'antisémitisme ont eu effectivement quelques faiblesses à l'égard, je pense à Serge Klarsfeld et son rapport avec Louis Alliot à Perpignan, etc., qui ont considéré qu'effectivement l'extrême droite avait changé. C'est un problème tout à fait intéressant, mais évidemment, au niveau des mots, elle a changé. Mais en réalité, est-ce que le fond idéologique est différent ? C'est un débat. Ceux qui sont positivistes considèrent que oui, elle a changé, parce qu'on voit bien qu'elle n'a pas les mêmes mots qu'autrefois. Elle n'a pas le même discours. Mais en réalité, moi, je pense que c'est une stratégie de dissimulation pour arriver effectivement au pouvoir. De ce point de vue-là, Zemmour a beaucoup servi Marine Le Pen, puisque en disant des choses encore plus inadmissibles, il rend Marine Le Pen, en quelque sorte, modérée. Ouais. Et alors, ma dernière question, Alain Policar, est-ce que ces antiracistes, est-ce que la haine de l'antiracisme, finalement, c'est pas la revendication d'un droit d'être raciste ? On a envie de continuer à être des racistes sans devoir rendre des comptes. Moi, je pense que dans la querelle du foulard, on a un racisme qui se manifeste de façon tout à fait nette, mais qui n'est pas assumé. C'est-à-dire qu'en réalité, c'est un racisme... J'ai été membre du jury d'une thèse de quelqu'un qui s'appelle Agnès de Féau, qui a fait une thèse sur le niqab, et elle montrait bien qu'en fait, c'était un racisme qui était toléré, quoi. On peut critiquer l'islam de telle façon que ça puisse paraître digne, mais ça n'est jamais digne en réalité. Voilà, ce serait peut-être le mot sur lequel j'aurais aimé qu'on termine. Et bien, on va terminer sur ce mot-là. Merci infiniment, Alain Policar. Je rappelle que vous êtes sociologue, politologue, chercheur associé au Centre de recherche politique de Sciences Po, et vous êtes l'auteur de La haine de l'antiracisme aux éditions textuelles. Donc, merci également à vous. Comme à chaque fin de saison, nous réduisons quelque peu la voilure avec notamment la mise en pause de nos directs, mais l'actualité ne s'arrête pas. Alors nous non plus, nous continuons à vous fournir dans ces moments importants nos reportages, enquêtes, entretiens, plateaux d'analyse, de débats et de décryptage au quotidien. Vous le savez, l'intégrité de notre projet éditorial unique dans le PAF dépend toujours de votre soutien et surtout de vos abonnements qui sont notre source de financement le plus pérenne. Nous avons lancé une campagne de dons début juin et vous avez été très nombreux et nombreux à y participer. Au total, vous avez donné
89 000 €. 1000 merci, c'est énorme. La campagne est maintenant terminée, mais ce n'est pas tout. Vous pouvez continuer à nous soutenir, car comme on aime le dire ici, être à la télé, c'est bien, mais y rester, c'est encore mieux. Rendez-vous donc sur lemediatv.fr/soutien. D'ici là, restez connectés aux médias, grâce à notamment la diffusion de nos programmes en 24/7 sur YouTube. Quant à moi, je vous remercie de votre attention et de votre confiance et vous dis à bientôt pour une prochaine émission.